Bonjour tout le monde, installez-vous et bienvenue pour la review et l'analyse complète du chapitre 1147 de One Piece. Ce qui nous fait peur. Le titre du chapitre, bon, on sait ce qui fait peur du coup. On va laisser ça à la fin de l'analyse et on va commencer directement du coup par une déception pour certains, une déception pour d'autres. On est tous déçus. Dites-moi en commentaire si ça vous a déçu ou pas, mais les Mugiwara, je... vous savez quoi? Je suis dans le déni. Je crois que je suis clairement dans le déni actuellement. Je suis en train de me dire qu'en fait c'est un plan tout ça. On en parlait lors de la dernière Cross Guild, que tout ça c'est un plan. Et que du coup en fait non, Jinbei il est très intelligent. Et que même le discours qu'ils ont entre eux c'est pour tromper l'ennemi. Mais que Jinbei s'est pas laissé capturer comme ça et que les Mugiwara, l'équipage d'Empereur, ne s'est pas laissé capturer comme ça. Que tout ça c'est du fake. Je suis en train actuellement donc de penser à ça. Donc je sais pas si c'est du déni, si vous êtes dans le déni comme moi, ou sinon il faut accepter que les Mugiwara, ou en tout cas ce premier round, soient tous fait talquer les fesses. Bah, je m'attendais pas à ça. Après ça s'est fait en off. Est-ce qu'ils ont été dignes dans l'affrontement? Est-ce qu'ils ont proposé quelque chose ou est-ce que ça a été une humiliation? Oda ne nous donne pas la réponse, mais l'humiliation qu'on a actuellement, c'est que l'équipage d'Empereur a été capturé par un seul chevalier divin. Un seul. Voilà. Je parlais à chaque fois de la dernière review en disant voilà, ils vont être surpris par le fruit du démon. Ce qui est intéressant, c'est que Jinbei en parle des caractéristiques de ce fruit du démon-là. Est-ce que c'est la seule raison pour lesquelles les Mugiwara se sont tous fait attraper? Ce qui me dérange aussi, c'est qu'eux aussi ont des capacités, ont des particularités. Et c'est pas des simples humains lambda. Je suis en désaccord avec cet aspect-là. On a Nami qui possède Zeus, on a Brook qui possède des capacités de fou, on a l'handicap d'avoir Usopp dans son équipe, ça c'est vrai, mais à balle perdue, et on a Jinbei, le paladin des mers, et qu'ils se soient tous fait capturer aussi facilement. Donc voilà, j'espère un troll d'Oda. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas terminé. Bien sûr, les Mugiwara vont pas juste se faire humilier, fin de l'histoire. Espérons également que le trio Monster ne va pas apparaître encore. Je sais que peut-être il y en a, vous attendez leur arrivée avec impatience et vous pensez réellement, et c'est votre droit, que seuls Zoro, Luffy et Sanji sont en capacité de changer la donne actuellement au sein des Mugiwara. Je parle bien des Mugiwara. J'espère que non, clairement. Je reste sur mes positions. J'espère que les Mugiwara vont s'en sortir sans le trio Monster, vont réussir à trouver des solutions sans le trio Monster, et que si le trio Monster doit venir, c'est à la toute fin. Une fois qu'il y a eu des moves extrêmement intéressants de la part des Mugiwara, une fois qu'ils ont brillé. Donc j'attends des Mugiwara qu'ils brillent. Au-delà de mes attentes, et je pense que je ne suis pas le seul, on a un autre point. On a un autre point qui est assez important, c'est la relation entre Gunko et les Mugiwara. Je ne parle pas que de Brook, je parle plutôt des Mugiwara dans l'ensemble. Je les trouvais initialement lors de la première rencontre extrêmement gentils avec les Mugiwara, et même là, elle les a capturés, mais elle ne les a pas blessés. Loki s'est fait massacrer, elle les a capturés, elle ne les a pas blessés. Peut-être que d'autres penseront oui, mais c'est normal, elle ne veut pas s'attirer les foudres d'un empereur. À aucun moment elle en parle, à aucun moment elle fait ce lien-là. Le seul qui fait le lien, c'est Killingham. Les autres, ils ne le font pas. En tout cas, pas au premier abord. Summer en parle plus tard. Mais Killingham direct dit oh, arrêtez le vieux chapeau de paille, on va pas se friter avec ce gars-là. Mais ils sont quand même dans un bon état. Et il y a un autre aspect complètement dingue, et là c'est plus lié à la relation entre Brook et Gunko. Elle a mal au cœur. Elle a mal au cœur quand elle tape Brook. Donc maintenant, quelle est cette relation entre ces deux personnages? Vraiment, c'est le mystère actuellement qui me hype le plus avec le flashback du coup qu'on aura avec l'histoire complète de Loki. Mais au-delà du flashback qu'on attend tous, vraiment, c'est quelle est la relation? Alors, il y a plusieurs hypothèses à mes yeux. La première hypothèse, c'est que c'est juste une fan
une fan addict complètement folle de Brooke et qu'elle l'a massacré de courrier et qu'elle a déjà essayé de rentrer en relation avec lui, lors de la pause des 2 ans et que Brooke, du coup, l'a reconnu ou pense l'avoir reconnu en se disant: «C'est pas possible que ça soit cette folle-là» et qu'elle est tellement fan que ça lui déchire le cœur de toucher à sa musique. Et on sait l'impact, des musiques dans One Piece. On connaît bien sûr le bon Rom dubbing, c'est l'importance qu'elle a et le jour où Roger trouve le One Piece dans le chapitre avec un chapitre qui a retourné le monde, de Twitter, le monde de Twitter, hein. Les fans, on était devenus complètement fous avec le chapitre, ils riaient, mais dans ce chapitre, il y a le bon Rom dubbing. C'est une musique qui touche n'importe quel fan et la musique dans l'ensemble dans One Piece, a une importance. Et là, de par la musique de Brooke, est-ce que du coup, ça l'a touché complètement et que Gunko a du mal à aller sur un affrontement direct avec Brooke et avec ce qu'il représente, avec ce qui l'entoure? Ou est-ce qu'il y a une relation bien plus lointaine? Sur le fait que certains, je sais, pensent, tout comme le frère O'Neill, à un potentiel lien qui daterait du coup du royaume où vivait à l'époque Brooke, où il était garde royal, chef de garde royal. Le problème qu'on a avec ce point-là, c'est qu'il va falloir nous expliquer une partie. Je dis pas que c'est pas possible, mais il faut nous donner les codes et nous expliquer pour la temporalité. Il faut qu'on ait la notion. Brooke a 90 ans. Donc ça voudrait dire au mieux, heu, il faudrait que si elle a vécu à cette époque-là, il faudrait qu'elle ait au moins 60 ans. Elle a pas l'air d'avoir 60 ans. Et là, on peut me dire: «Oui, mais les chevaliers divins arrêtent de grandir». Ce n'est pas le cas. On l'a vu via God Valley. Et à God Valley, on a aussi vu un membre du Gorosei. Un des chevaliers divins a vieilli et le membre du Gorosei, lui, n'a pas vieilli, n'a pas bougé. Donc, actuellement, avec les données qu'on a du manga, les chevaliers divins vieillissent. Donc, en termes de temporalité, je trouve ça très compliqué de la placer. Ensuite, j'ai du mal à voir une aventure des pirates de Brooke à l'époque, avant qu'il soit capitaine, avant que son capitaine, du coup, les quitte parce qu'il était gravement malade, ou au moment où il a récupéré le capitanat, euh, qu'il ait eu une importance assez folle ou qu'il ait été dans une histoire assez folle pour rencontrer euh, une femme qui allait devenir chevalier divin ou qui l'était déjà. Donc en termes de temporalité, on a ce souci-là. On a ce souci-là. Donc pour l'instant, si on reste factuel, si on essaye réellement de ne pas se disperser et d'aller droit avec les éléments qu'on a, avec les éléments que le manga nous donne, c'est en lien avec l'ellipse et les 2 ans, et c'est en lien avec sa musique, avec ce qu'il est devenu. Parce que le premier lien qui est tissé entre Brooke et Gunko, c'est la musique. On apprend qu'elle est fan de cette musique et qu'elle l'écoute. Elle l'écoute même en mission. Actuellement, ils sont en mission. Elle n'est pas posée chill, elle est en mission. Et même pendant cette mission, elle écoute la musique de Brooke. Donc je pense qu'on a affaire à l'ultime groupie de Brooke et que du coup, potentiellement, Brooke a eu des informations sur elle, que ça soit par courrier, ou que ça soit, j'ai pas d'autres éléments, je vois pas comment, est-ce que parce que si elle avait voulu l'avoir à l'époque, si elle était chevalier divin, elle aurait pu l'avoir du jour au lendemain. Personne n'aurait rien pu faire à l'époque. Brooke, c'était pas avec ses agents, il aurait été protégé, et Brooke tout seul n'aurait rien pu faire. Donc il aurait été esclave. Donc qu'est-ce qui a fait que ça ne se soit pas fait? Et il y a un autre élément super important. Actuellement, je tourne cette vidéo, comme je le dis à chaque fois, et je la sors assez tard comparé aux autres, parce que tout simplement, je le fais à partir de la version officielle. Et dans la version officielle, les mots de Brooke sont différents. Et actuellement, les mots de Brooke, je peux aussi les comprendre dans l'aspect, parce que les Mugiwara sont paniqués d'elle, sont clairement choqués d'elle, c'est un monstre. Mais Brooke a une autre vision. Il a la vision que nous, on a. Elle s'est retenue. Et Brooke dit: ah, je dois me tromper. Et potentiellement là, le message de Brooke. Juste que Brooke a capté qu'elle s'était retenue. On a potentiellement aussi ce scénario-là. Et que Brooke ne la connaît pas. Peut-être que Brooke ne la connaît même pas. Mais lui a compris qu'elle s'était retenue. Et qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce personnage. Et c'est pour ça qu'il se dit lui-même: non, je dois faire erreur, je me trompe. Mais la trad officielle, pour moi, donne cet aspect-là et cette possibilité-là. Je ne sais pas, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que du coup, pour vous, Brooke a juste capté qu'elle se retenait et qu'elle était finalement gentille avec les Mugiwara? Ou est-ce que du coup, il y a un lien qui daterait
de l'époque où il travaillait du coup pour un royaume, mais qui remonte, les gars, on parle d'il y a plus de 60 ans. On parle de... C'est une autre époque, c'est un autre monde, c'est une autre vie. Et en termes de tempo, avec son âge, en sachant que les chevaliers divins, eux, vieillissent, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a ces possibilités-là. Ou est-ce que du coup, tout simplement, c'est une groupie ultime et qu'il y a déjà eu une relation, quelle qu'elle soit là, cette relation, que ce soit par courrier ou par menace, entre Gunko et Brook. Donc voilà, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus et j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que il y a aussi un truc qui m'a fait tilt, mais pour moi là, clairement, c'est un truc de taré. Je vous le dis, vous allez me prendre pour un fou. J'ai même pas envie d'aller dans cette direction parce que tellement c'est fou. Mais rappelez-vous pendant l'ellipse des 2 ans, quand du coup, pour préparer du coup cette review, dans l'ellipse des 2 ans, je me suis dit, bah Brooke, elle l'a rencontré potentiellement quand il faisait des concerts. Et aussi, pourquoi pas avant? Parce que Brooke a quand même un lien avec euh, le satanisme, les démons et surtout les marques au sol démoniaques. Quand il a popé la première fois, euh, grâce à Kuma, il est arrivé chez des vénérateurs de Satan. Il voulait invoquer des démons. Et c'est Brooke qui a popé. Mais la marque au sol, c'est celle qui invoque les chevaliers divins. Est-ce que le lien daterait d'avant? Est-ce qu'on rentrerait dans une histoire complètement folle? Mais est-ce qu'on a le temps de teaser et raconter une histoire aussi folle que ça? Et, et c'est un raisonnement de dégénéré, hein. Mais il demandait à tout le monde, voulez-vous montrer votre culotte? Bon. Est-ce que Oda a mis Gunko en culotte pour ça? Je sais pas. C'est le raisonnement du fou. Je suis désolé, mais j'ai pris tous les éléments durant l'ellipse là, des 2 ans dans ce cas, de ce qu'a fait Brook et des éléments, des informations qu'on a, nous. Et je me dis, bah, il y a une fenêtre de tir, mais c'est une fenêtre de tir qui est complexe. Complexe parce que si tu dois développer ça, il te faut un flashback. Il faut nous le faire comprendre. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Est-ce que c'est important? Est-ce que on va laisser Oda en décider? Mais dites-moi, vraiment, ça m'intéresse en commentaire d'avoir votre avis là-dessus, parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir des points de vue complètement différents sur Brook. Le plan des chevaliers divins est officiellement dévoilé et on avait vu juste. On ne s'était pas trompé. Du coup, le jeu et le plan, c'était de récupérer la force d'Elbaf. Et c'est pas anodin. C'est écrit par Oda et c'est prévu par Oda depuis le tout début du Nouveau Monde. Je sais que certains vont peut-être me prendre pour un fou, mais c'est clairement la réalité. Au tout début du Nouveau Monde, on commence par un arc dans l'île des hommes poissons. On n'est pas encore dans le Nouveau Monde. La première mission dans le Nouveau Monde des Mugiwara, leur première aventure dans le Nouveau Monde des Mugiwara, se passe dans un laboratoire où il y a eu des expériences extrêmement folles du gouvernement mondial. Des expériences où notre ami Vega avait initialement du pouvoir, où César a récupéré du coup le package à la toute fin. Mais dans cette île-là, le sujet et le désir complètement dingue du gouvernement mondial, c'était la géantification. C'était d'avoir une armée de géants. Une armée de géants. Initialement, on aurait pu se poser la question, est-ce que c'est pour contrecarrer l'équilibre et reprendre le pouvoir par rapport aux empereurs, parce qu'il y avait un équilibre initialement? Non, c'est pour préparer la Grande Guerre. Parce que les géants vont avoir un rôle extrêmement important. Donc ils voulaient la géantification. Et c'est pas les seuls à vouloir cette géantification, parce que Kaido était intéressé par, du coup, les restes de ces expériences, les pauvres, les Numbers, et même Big Mom. Donc les pirates, les êtres les plus puissants, ceux qui sont capables du pire pour arriver à leur objectif, Big Mom, Kaido et le gouvernement mondial, ces trois-là voulaient des géants. Ces trois-là voulaient de la puissance. Et Big Mom s'est fait escroquer par César dans le même principe et le même désir du gouvernement mondial, la géantification. Et ce projet est un échec total. Ils ont réussi d'autres projets. Le projet Motherflame est une réussite absolue. Le projet des Séraphins est une réussite absolue parce que même si c'est Vega, actuellement, celui qui en jouit réellement, c'est le gouvernement. Donc c'est un succès pour le gouvernement mondial. Donc ces aspects-là, c'est validé. Mais la géantification, non. Et tout s'est accéléré dernièrement. Tout s'est accéléré. Le message de Vega, la vérité qui se dévoile au monde. Cette guerre qui se prépare et qui avance. Le fait que Joy Boy a été ressenti par Im. La prophétie est en marche. Cette prophétie complètement folle est en marche. Cette grande guerre arrive. Alors, il faut absolument avoir les géants de leur côté.
Et donc, du coup, on en vient à vouloir soumettre les géants. Et on ne sait, tout s'explique. C'est une ligne scénaristique claire, fluide. Et ça, j'aime beaucoup. Il n'y a pas besoin d'aller dans des théories complètement loufoques. C'est une compréhension très simple. C'est quelque chose d'extrêmement logique. Et on en revient du coup à cette situation-là. Et cette situation-là a lieu post-Egghead, parce que c'est après Egghead que tout est parti en sucette à travers le monde via le message de Vega qui a clairement chamboulé le monde. Qui a clairement chamboulé le monde. Et donc cet impact-là complètement dingue fait que là, le gouvernement mondial ne peut plus attendre et va récupérer, ou veut tout du moins récupérer les géants. Et donc ils avaient le plan euh, de soumettre Loki et de lui proposer de devenir un chevalier divin et avoir Loki en bras armés pour le gouvernement mondial et potentiellement voir comment par le biais de Loki récupérer du coup la légitimité pour gouverner tous les géants tout en sachant, et c'est ça qui est un peu spécial, c'est que le gouvernement mondial a l'air extrêmement informé. Ils ont l'air extrêmement informés, tout comme Shanks l'était au moment d'allumer Kid, avec des dossiers sur tout le monde. Donc le gouvernement mondial, on le voit via Somers dans ce début de chapitre, qu'ils ont des informations, qu'ils sont informés et qu'ils savent comment, du coup, les événements, tout du moins, majeurs de ce monde est là. Et le pire de tout, c'est qu'ils connaissaient aussi le roi Harald. Et pour autant, si tu connais le roi Harald et tu sais ce qui se passe, du coup, je trouve ça un peu compliqué de faire soumettre les autres géants par Loki. Voilà. Peut-être par la force, tout simplement. Loki, allume-les tous, on vient t'aider. Donc c'est soit ils t'obéissent, soit ils meurent. Ou est-ce que du coup, voilà, c'est un peu flou pour moi cette partie-là. Mais ce qui n'est pas flou, c'est de se dire, bah, on va jouer avec le trésor. Le trésor le plus précieux d'Elbaf. Et le trésor le plus précieux d'Elbaf, c'est son futur. Et son futur, c'est ses enfants. Et donc du coup, actuellement, ils sont partis. C'était pas le plan initial du gouvernement mondial, mais ça a été le plan du coup de Shamrock directement. C'est de kidnapper les enfants. Et du coup, durant la Cross Guild, une question s'est posée. Une question s'est soulevée. Et encore une fois, et je sais, je me répète, mais c'est tellement important de partir sur la trad officielle. Je remercie grandement, clairement, Mangamon pour le travail qu'il nous donne. Mais je pense qu'initialement, on ne peut pas partir uniquement de ces chapitres pour faire une réelle analyse concise et prendre des informations concrètes. Parce qu'avec la trad officielle, et je pense la différence entre la trad officieuse et la officielle, c'est que dans la trad officielle, au-delà que ça soit fait par des professionnels, c'est pas le sujet. Je pense qu'ils ont des annotations, ils ont des informations complémentaires du coup pour aider à la traduction, pour diriger la traduction, parce qu'il y a quand même des différences. Et parmi ces différences-là, actuellement, il va au-delà de l'explication d'un simple plan. Somers donne pourquoi est-ce qu'il donne le nom des enfants. Il explique pourquoi est-ce qu'il va donner le nom des enfants, parce que c'est pas une obligation. On a kidnappé les enfants, soit vous obéissez, soit on les tue. Choisissez. Mais là, au-delà de ça, il veut vérifier lui-même si ce plan est viable. Parce que ce plan n'était pas prévu initialement, c'est Shamrock qui leur a expliqué avant de partir. Donc c'était pas prévu. Donc l'objectif, c'est de valider que les enfants qu'ils prennent sont des enfants intéressants, c'est des enfants impactants. Donc là, ils ont donné le nom de tes enfants, ils les font marcher, et c'est super intéressant et c'est super intelligent comme plan. C'est extrêmement vicieux, extrêmement intelligent. Ils ont annoncé le nom de tous les enfants, ils les font marcher, ils savent exactement où sont les enfants, et il y a en plus du coup la capacité de Somers avec les épines, donc si jamais tu décides d'aller aider ton enfant ou un enfant que tu aimes, plus tu l'aimes, et plus les épines vont te déchiqueter, très, très vicieux et très malsain. Et, et donc, du coup, ça va être simple. Si les géants, personne ne bouge et tout le monde s'en fout, c'est que c'est pas bon, c'est pas les bons enfants. Donc, on va encore changer de plan, on va chercher d'autres enfants, on va trouver une autre solution. Mais là, si l'annonce de ces enfants-là ont un réel impact, là, il valide le plan. Et c'est exactement les mots de Somers dans la trad officielle. Il veut valider, du coup, que les otages qu'ils prennent sont des otages viables, intéressants. Et ça, on a cette information dans la trad officielle. Donc ça explique le plan. Shamrock est vraiment un monstre. Si tout ça, c'est le plan de Shamrock, et ben, je trouve le plan très intelligent et surtout très sadique, très sale. Il est dans la mentalité de toute façon d'un Tenryubito++, et on voit qu'il est clairement à l'opposé d'un Shanks. Et j'espère qu'un jour, Oda nous donnera, même si j'ai du mal à voir dans la timeline et dans les événements à venir par rapport à la ligne que suit Oda actuellement, un face-à-face actuel, je parle pas d'un flashback, hein, mais d'un face-à-face dans le temps présent, entre du coup Shanks et Shamrock. Mais ça serait complètement dingue. Complètement dingue. Et du coup, avec ce plan qui est expliqué, bon,
On a une scène complètement dingue qui est en lien avec le titre du chapitre et la peur des géants, la réelle peur, celle que tu c'est leurs femmes. Ils sont capables de vaincre des dragons, des bêtes, mythiques, des araignées cheloues, des êtres horribles. Ils ont pas peur, ils y vont avec le sourire, ils leur découpent la tête avec le grand sourire. Ils sont heureux même, limite ça leur fait plaisir, c'est une attraction pour eux. Et là, leur femme, c'est même pas vraiment leur femme, hein, c'est un cauchemar qui a l'image de leur femme. Ça suffit, c'est la limite du guerrier. Le vrai guerrier, c'est la guerrière. Et là, la guerrière, elle leur a mis une vraie fessée au point où le navire s'est échoué quand même. C'est extrêmement grave. Le navire s'est échoué et même Somers est en train de se dire, mais oh, ils sont tombés à mon avis sur du costaud là. Ah oui, exactement. Sur du costaud. Bon, le scénar fait que finalement, bah, ils retrouvent Ripley parce que du coup, Gaban était avec eux. On se posait la question dans le chapitre précédent, mais Gaban était bien avec eux. Et là, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses et surtout l'inattendu. L'inattendu pour les chevaliers divins. Parce que ils ont un plan, ils ont des informations, et le problème quand tu fais des plans que tu bases sur tes informations et sur tes connaissances, c'est si tu as pas les bonnes cartes, tu peux te faire piéger, tu peux te faire massacrer, tu peux perdre. Et il y a une carte qu'ils n'ont pas, une information à notre connaissance à l'instant T qu'ils n'ont pas, c'est que Gaban est présent et qu'ils ont kidnappé son enfant. Donc ils voulaient regarder la validité des otages. Et ils ne voulaient pas affronter un empereur. Vous allez affronter l'une des ailes du roi des pirates, du dernier roi des pirates. Et ça, c'était clairement pas prévu. Et il mettra pas 5 6 chapitres à arriver sur place. Il va aller extrêmement vite et il va vite les rejoindre. Et du coup, là, il va faire du sale. Il va faire vraiment du sale. Maintenant, on le sait tous, Gaban, c'est un monstre. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a personne qui peut se dire, ah, mais peut-être qu'il n'a pas le niveau. Non, ça n'a aucun sens. Il a le niveau. Et il a même plus que le niveau. Personne. J'en mets ce que vous voulez en Paris. Pas de... C'est certain. Maintenant, il faut penser au scénario. Il n'y a aucun intérêt à ce que Gaban vienne, tel que le cul des chevaliers divins, qu'ils comprennent comment faire en sorte que le fait qu'ils puissent se régénérer ne fonctionne pas, et fin, et c'est fini. Ça n'a aucun sens. Ils pourraient les expédier trop rapidement, et finalement, tout ce scénario, tout ce plan pour les enfants et tout, en 1 ou 2 chapitres floppés par Gaban, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le scénario va restreindre Gaban. C'est une certitude. Le scénario va devoir jouer un rôle majeur, restreindre Gaban. Nous faire rêver, nous, lecteurs, par une prestation de Gaban, oui. Mais le restreindre aussi, oui. Parce que je reste sur ma position. Je veux que les Mugiwara hors le trio Monster fassent quelque chose, jouent un rôle majeur. Même si oui, je voudrais bien que Luffy apparaisse en mode Nika avec les tambours de la libération aux yeux de tous les géants pour clôturer le débat potentiellement. Mais il faut qu'il vienne au dernier acte, au tout dernier chapitre, à la dernière page. Il faut que toutes les pages en amont soient écrites par cet affrontement et que les Mugiwara nous fassent kiffer et qu'on soit fiers d'eux. C'est vraiment le scénario, le sentiment de fierté. C'est réel, on les suit depuis des années maintenant. Et quand Luffy a mis une première patate à Kaido avant même qu'ils soient en mode Nika plein de haki, on a tous ressenti plein de haki des rois, on a tous ressenti de la fierté comme si c'était notre petit, comme si c'était quelqu'un qu'on suivait depuis longtemps et qu'on s'est dit ah il l'a fait, on est fiers de lui. Prenez-moi pour un fou mais je sais, il y en a qui n'assumeront pas mais vous étiez fiers de Luffy. Et on veut ressentir cette fierté pour les Mugiwara, on peut dire ah ouais ils sont chauds, ah ouais, je veux ça. Je veux pas me dire, ah, faut qu'ils courent, ah, faut qu'ils s'échappent, ah, vite, venez les aider, allez. Non, 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 non. À chaque fois, il y a toujours une référence en se disant, ah, attention, il y a un empereur, attention, il y a un Mugiwara, attention, il y a Luffy. Et ben, je vais parler comme Luffy le fait au tout début de cet arc via Usopp. Ils n'ont pas besoin d'aide. Usopp aurait pu s'en sortir tout seul. Vous êtes un équipage d'empereurs. Faites-nous kiffer. Donc, il faut que le scénario puisse stopper Gaban. Maintenant, un dernier point par rapport à Gaban, plus ou moins important, c'est de se dire, ok, maintenant que Gaban est là, est-ce qu'il va découper avec du HDR+++ divin? Est-ce qu'il a des informations du coup de God Valley? Pour répondre à cette question, j'espère que non. Voilà, j'espère que non. Je ne veux pas d'un HDR++ pour vaincre les chevaliers divins. C'est trop restrictif. C'est beaucoup trop restrictif. Parce que ça voudrait dire que trop peu
de combattants sont en capacité d'affronter les chevaliers divins. Luffy n'a pas de véhilité, en sachant que je sais que Luffy n'aurait pas forcément actuellement ce haki divin, donc ça voudrait dire que c'est Luffy qui pourrait l'atteindre en se formant avec. Et même pas là. Là, actuellement, dans cet affrontement, ça voudrait dire que les Mugiwara vont se faire éjecter, lui va arriver, va se faire massacrer, Gaban va lui donner la solution, il va éveiller ce haki, il va les affronter seul. Ça voudrait dire que c'est le seul Mugiwara capable d'affronter les chevaliers divins. Et chez les révolutionnaires qui ont voulu faire bouger les chevaliers divins, potentiellement à part Dragon et Sabo, ne faites pas dire que eux les autres possèdent un haki des rois, mais pas juste haki des rois, hein. Un haki des rois divin plus, que limite potentiellement Kaido ne possédait pas. Problématique, c'est sorti de nulle part, c'est sorti de nulle part, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc maintenant, est-ce que la redondance de la régénération peut poser problème? Est-ce que la régénération a forcément un prix, un tribut derrière? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir magique et trop fort comme ça sorti de nulle part. Il y a forcément une contrainte derrière une force. Luffy en Gear 5, c'est le pouvoir de l'imagination. Il est extrêmement puissant, mais derrière, c'est restrictif dans le temps. Même si vous allez me dire, mais il revient tout le temps. Oui, il mange de la viande, facilité du scénar pour que Luffy puisse impacter, c'est réel. Mais on va pas faire une facilité de scénar pour tous les chevaliers divins. C'est compliqué, très compliqué. Donc l'objectif, c'est de trouver un contre-pouvoir. Et pour Luffy, ça reste un contre-pouvoir, sa réaction. Donc je partirais plus sur un contre-pouvoir que sur une méthodologie propre au haki. Même le haki de l'armement, le problème du haki de l'armement, actuellement, c'est de se dire, c'est pour moi la meilleure solution. C'est la solution la moins restrictive. Donc c'est la plus intéressante de se dire, une forme du haki de l'armement permettrait du coup de... Parce que plein de personnages pourraient. Mais c'est restrictif, pourquoi? Parce qu'actuellement, les Mugiwara qui sont sur place ne connaissent pas le haki de l'armement, principalement. Je parle pas de Jinbei. Je parle pas de Jinbei. Laissez Jinbei à côté, laissez même Robin de côté. Les autres ne l'ont pas. Donc il faudrait qu'en un laps de temps record, ils apprennent à l'utiliser là où le Monster Trio, il leur a fallu 2 ans d'entraînement avec une spécification. Ça veut dire pas en danger, vraiment, ils ont été entraînés avec des spécialistes, ils ont eu du temps. Là, il faudrait qu'en laps de temps critique, ils puissent l'éveiller, et au-delà de l'éveiller, ils puissent le développer à un niveau potentiellement Luffy ne sait pas faire. Zoro non plus, Sanji non plus, c'est quand même compliqué en termes de paramètres, et même en termes de crédibilité, c'est quand même compliqué. Donc, c'est super intéressant la régène. Maintenant, il faut un contre-pouvoir intelligent et subtil. Donc j'espère qu'Oda va nous faire kiffer, j'ai aucun doute. De toute façon, j'ai une confiance absolue au sensei. Donc on va se laisser porter sur ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, vous avez mon point de vue là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, mes yeux, c'est problématique et restrictif. Et même finalement, le HDA, quand on creuse un peu, il est potentiellement restrictif aussi. Ou en tout cas, restrictif pour les Mugiwara à l'instant T. Mais ça voudrait quand même dire que les Révos seront capables de développer ce pouvoir parce qu'à mes yeux, ce ne sont pas les Mugiwara qui vont défaire l'intégralité des chevaliers divins. À part si, et on peut cut ce passage, l'arc d'Elbaf, je me trompe complètement, il ne fera pas à peu près 50 chapitres ou un peu moins de 50 chapitres parce qu'on en est déjà à 20, c'est beaucoup de choses. 80 chapitres, que tous les chevaliers divins vont popper à Elbaf et ils vont tous être vaincus à Elbaf et le gouvernement mondial après Elbaf aura perdu l'intégralité de ses chevaliers divins en affrontant les Mugiwara. Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué et je me dis c'est complètement dommage. T'as Dragon qui fait tout un plan pour bouger les chevaliers divins et ils sont tous sautés sans lui, alors et c'est sans que ça soit lié à son plan. Le cul incroyable. Donc voilà, je pense que on va laisser à mes yeux les chevaliers divins aux révolutionnaires. C'est leur ennemi naturel. Je ne les vois pas affronter les membres du Gorosei. Donc je ne les vois pas affronter Imoshi. Je ne les vois pas affronter des Tenryubuto lambda. Et ils ne veulent pas affronter la marine. Ce n'est pas leur objectif. Donc il faut un ennemi viable, fiable et crédible pour les révolutionnaires. Et c'est cet ennemi-là. Et le chapitre se clôture sinon avec Gaban qui y va. Et Robin. Alors j'ai chié sur Robin. C'est vrai. Lors du dernier chapitre. Et là, elle m'a dit, mais ferme-la. Donc, je vais la fermer. Fais-nous rêver, Robin. Et moi, je vous dis du coup, à la semaine prochaine. La ratiboiserie n'est jamais finie. Et dites-moi en commentaire, quel est l'arc qui vous a le plus ému? Pas l'arc One Piece que vous avez le plus aimé. Celui qui vous a le plus ému. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à bientôt.